Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée pendant cette crise sanitaire. Ce matin, vous allez suivre une audition du secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, sur la lutte contre cette épidémie de coronavirus. Une audition qui intervient le jour même du débat au Sénat pour valider l'application Stop Covid, application de traçage numérique des citoyens volontaires afin de casser les chaînes de contamination. Je vous laisse écouter cette audition. Nous accueillons M. Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique, que nous avons déjà auditionné il y a quelques semaines, je pense 3 semaines, sur le projet dénommé Stop Covid. Nous aurons à en débattre en séance plénière dans l'hémicycle, comme l'Assemblée nationale le fera. Cette seconde audition est destinée à approfondir notre information après un certain nombre de modifications dans l'architecture générale du dispositif Stop Covid, intervenu au cours des dernières semaines, et après un second avis qui a été rendu public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Second avis qui prend acte d'un certain nombre d'évolutions qui vont dans le sens des recommandations faites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés au cours de sa précédente délibération. Il est important pour nous, Monsieur le Ministre, de vous entendre de nouveau. Nous sommes toujours... C'est une des caractéristiques du Sénat, en recherche d'un bon équilibre entre les moyens que nous voulons donner à l'efficacité de l'action publique, en particulier dans cette période de crise sanitaire, et l'exigence que ces moyens ne soient pas disproportionnés à un autre impératif qui est celui de la protection de la vie privée et des données personnelles. Nous allons essayer d'apprécier avec vous si vous avez atteint cet équilibre que nous recherchons. Et cette audition, qui est publique, nous permettra d'éclairer ceux de nos collègues qui ne participeront pas à la commission des lois, se préparent pour le débat que nous allons bientôt avoir avec vous. Donc je vous donne la parole, si vous le voulez bien, pour introduire cette audition. Et puis, mes collègues ne manqueront pas de vous poser un certain nombre de questions. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Vous l'avez dit, effectivement, la Commission nationale d'informatique et liberté a rendu un second avis hier. Le Conseil d'État a travaillé sur le projet de décret que nous préparons à la demande d'ailleurs de la CNIL pour encadrer le déploiement de Stop Covid. Il y a travaillé jusque tard dans la nuit hier soir et j'espère, pour la complétude du débat d'ailleurs, que le Conseil d'État nous donnera sa réponse dans les minutes ou les heures qui viennent avant le débat, ce serait mieux. En tout cas, bon, voilà, c'est un espoir. Vous n'y apprendrez rien de plus que ce qui est a déjà été publié communiqué par le gouvernement, ni sur ce que je vous dirai que je vous dirai ce matin, mais c'est toujours le projet de décret est toujours un élément de réassurance supplémentaire. Alors, en essayant d'être concis, compte tenu du fait que nous avons effectivement déjà eu l'occasion de discuter de cette application, qu'un certain nombre d'éléments sont dans le débat public, peut-être rappeler ce qui a changé depuis notre dernier débat et puis ce qui n'a pas changé également. Ce qui a changé, et c'est peut-être le point le plus important, c'est que l'application fonctionne, on le sait maintenant. Nous sommes arrivés au terme quasiment du développement de cette application. Nous avons mené un peu moins de 15 jours de tests, à la fois sur banc, comme l'on dit, en testant les 100 modèles de téléphones portables les plus utilisés par les Français, 17 marques, mais également par des tests en conditions réelles, sur le site d'INRIA à Rocancourt, mais également dans le métro, où l'armée de terre nous a fait la sympathie de mettre à disposition certains de ses membres pour tester, reproduire un rassemblement en intérieur, reproduire les conditions d'un supermarché, reproduire un rassemblement à l'extérieur, dans le métro, avec différents niveaux
de charge des rames de métro, etc., etc. Ce qu'on peut dire, c'est que l'application fonctionne et ceci vient confirmer les tests qui ont été menés et par les Allemands et par les Anglais. Les Anglais ayant fait un test de déploiement sur l'île de White sur 140 000 personnes. Ils ont eu 152 000 téléchargements en une semaine et leurs retours sont également majoritairement bons. J'ai échangé avec mon homologue anglais pas plus tard qu'hier. Le deuxième élément qui a changé, c'est que nous avons atterri en quelque sorte sur l'intégration au système de santé avec les équipes d'Olivier Véran, qu'un cas contact dans Stop Covid sera une personne que vous avez croisée à moins d'1 mètre pendant plus de 15 minutes, ce qui semble être, on semble s'orienter au niveau européen sur ce consensus, et que nous sommes suffisamment rassurés sur le fonctionnement de l'application pour traiter un cas contact Stop Covid de la même manière quasiment qu'un cas contact dans la vie réelle détecté par les brigades d'enquêteurs sanitaires. C'est-à-dire que dès lors que vous serez notifié, vous devrez prendre contact avec votre médecin qui, lui, vous prescrira un arrêt de travail et l'accès à un test. Si jamais vous ne pouviez pas avoir accès à votre médecin, un numéro de téléphone vous permettra de vous voir assigné par les équipes de l'assurance maladie un autre médecin de telle manière que vous ne restiez pas sans solution. Je rappelle que pour pouvoir se déclarer, il faut avoir un résultat de test positif et que donc à partir de lundi, normalement, à chaque fois que quelqu'un recevra une feuille de test positif, il y aura sur la feuille un code et un QR code que vous pourrez soit rentrer directement dans l'application, soit scanner, qui vous permettra de vous déclarer et d'avertir vos contacts. Le troisième élément qui a un peu changé et qui là est un petit peu moins réjouissant, si je puis utiliser ce terme, c'est qu'il y a eu une sorte de désalignement au niveau européen, que nous avons une solution qui est proche de celle des Anglais, mais un protocole différent de celui des Allemands ou des Italiens. Nous ne désespérons pas de trouver une voie vers l'interopérabilité et nous travaillons par ailleurs avec eux à une troisième voie qui éventuellement pourrait être mise en place à partir de, je ne sais pas, peut-être début juillet, qui permettrait d'avoir un protocole commun et interopérable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais bon, voilà, nous avons fait des choix techniques différents pour des raisons sur lesquelles vous souhaiterez peut-être que je revienne. Ce qui n'a pas changé, ce sont deux choses. D'abord, c'est notre estimation de l'utilité de l'application qui, je le rappelle encore aujourd'hui, fait l'objet d'un consensus des professions médicales sur son utilité et sa nécessité. Je rappelle qu'ont pris position sur ce sujet l'Académie de médecine, l'Ordre des médecins, le Conseil scientifique, les principaux épidémiologistes français ou certains des principaux épidémiologistes français qui ont signé une tribune dans Le Monde, mais également le CCNE qui s'est déclaré favorable au déploiement de cette application. Elle a deux caractéristiques qui permettent d'être vraiment complémentaires des brigades sanitaires et de venir renforcer le travail des brigades sanitaires. Le premier, c'est la capacité à couvrir des cas de transmission anonymes. Si vous avez croisé des gens dans les transports en commun, si vous avez croisé des gens dans la queue du supermarché, ou encore plus dès lors que certains commerces, ou plutôt bars et restaurants, auront rouvert. Dans le cas où vous êtes testé positif ou l'un de vos contacts était ensuite testé positif, il est impossible pour les brigades sanitaires de revenir vers les personnes qui ont été éventuellement contaminées. Et je rappelle qu'une majorité des cas de transmission sont le fait de gens qui ne savent pas qu'ils sont contaminés. Plus de 50% des cas de transmission, on l'a vu dans les études d'Oxford ou les études chinoises, sont le fait de personnes en période d'incubation ou qui sont asymptomatiques. Et c'est là qu'intervient le deuxième intérêt de Stop Covid, c'est la rapidité. C'est d'ailleurs l'élément qui intéresse le plus les épidémiologistes, puisque dans le cas des brigades sanitaires, il faut 24 heures, peut-être un peu plus, pour joindre les personnes qui ont été en contact avec vous. Dans le cas de Stop Covid, c'est instantané. Et cette rapidité, elle a un impact majeur, selon les projections épidémiologistes, sur la propagation de l'épidémie. Le deuxième élément qui n'a pas changé, et vous avez cité l'avis de la CNIL, ce sont les garanties qui sont apportées par cette application. Je rappelle, elle est d'installation volontaire, les données sont pseudonymisées, elle est temporaire. Nous avons inscrit dans le projet de décret que, symétriquement à ce qui se passe pour les autres fichiers dont vous avez discuté les semaines précédentes, elle s'éteindrait automatiquement 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Et enfin, elle est transparente. Nous avons publié le code source.
Vous avez voté à l'article 11, je crois, du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, un comité de liaison et de contrôle composé de professionnels et de spécialistes de la santé, du numérique, de parlementaires aussi. Ce comité de liaison et de contrôle aura la possibilité de diligenter tous les audits techniques qu'il souhaite pour vérifier que cette application fait bien ce que le gouvernement dit et rien de plus. Ce qui me semble, en termes de contrôle démocratique, cette transparence, la meilleure garantie, au-delà de tous les débats que nous pourrons avoir, de protection des libertés individuelles. Je précise enfin que j'ai fait ce matin une petite erreur sur Europe 1. Nous avons diligenté ce qui s'appelle un bug bounty, de l'anglicisme, c'est-à-dire que nous avons demandé à des hackers d'attaquer l'application pour détecter des failles éventuelles. Ils en trouvent toujours, mais ce qui nous permet, dans les jours qui viennent, de réparer ces failles-là. Et c'est une garantie supplémentaire. Le bug bounty commence à 14 h. Je croyais qu'il était déjà commencé, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, nous avons pris toutes les mesures, y compris en termes de sécurité informatique, possibles pour mettre en place, pour sécuriser les données des Français. Dernier élément sur les prochaines étapes. Si nous pouvons déployer l'application après l'étape du vote de ce soir, alors elle fera probablement partie du plan de déconfinement de cette deuxième partie de déconfinement qui commence mardi prochain. Donc l'idée qu'elle soit disponible probablement lundi, ou en tout cas ce week-end, ou en tout cas lundi, de telle manière que nous ayons un outil supplémentaire qui permette d'avoir une réassurance supplémentaire dans le cadre d'une ouverture de la vie sociale et de la vie des Français qui est attendue, mais qui pose des risques évidemment, puisque je rappelle que l'épidémie, c'est encore entre 300 et 400 personnes qui sont testées positives chaque jour. L'épidémie au début de son arrivée en France, c'est quelques personnes par jour, et donc le risque est encore là, et l'application est toujours utile. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je suis évidemment disponible pour vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Vous faites bien de le souligner. Il y a chaque jour plus de contamination qu'il n'y en avait avant le confinement. C'est dire que il faut être très vigilant et ne pas laisser grandir un climat d'euphorie qui se fortifie jour après jour par des bonnes nouvelles. Nous ne sommes pas tirés d'affaire. Ce qui justifie votre souci, sans doute, d'ajouter un instrument supplémentaire, et nous verrons pendant notre discussion, mais je crois que vous avez l'humilité de le dire aussi, que ça n'est pas la martingale absolue contre la circulation du virus. C'est un complément qui peut avoir, sans doute, son utilité dans des situations où les risques de contamination proviennent d'une promiscuité avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et je crois que c'est vraiment là que, par rapport au dispositif que nous avons adopté dans la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, qui est un dispositif, au fond, où on remonte, en faisant appel au souvenir de la personne contaminée, la filière des expositions à la contamination qu'aurait pu provoquer cette personne. C'est quelque chose de plus artisanal, même si le numérique vient au renfort de cette démarche que nous avons autorisée, mais qui ne permet en aucun cas de couvrir les risques de contamination beaucoup plus fortuits sur des rencontres avec des inconnus. Monsieur le ministre, vous vouliez commenter ce que je disais. Effectivement, je voulais aller dans votre sens. Non seulement l'épidémie circule, comme vous l'avez justement précisé, plus aujourd'hui qu'au début de l'épidémie, qui s'est terminée par environ 30 000 morts, plus lentement, mais également tous les exemples que nous voyons de seconde vague ou de début de seconde vague dans les pays étrangers sont des exemples réimportés de l'étranger. Or, l'épidémie n'a jamais autant circulé dans le monde, sauf erreur, qu'aujourd'hui. Alors, bien sûr, les foyers principaux, ce sont les États-Unis, ce sont le Brésil. Mais dans un monde où on ne regardera pas ad vitam aeternam les frontières fermées, tant que nous n'avons pas de vaccin, le risque de réimportation de la maladie est réel,
même si évidemment nous prendrons toutes les mesures nécessaires. Mais on sent que pour des raisons légitimes, les pays européens par exemple sont en train d'essayer de commencer à rouvrir les frontières. Voilà, on a aussi besoin c'est aussi une assurance supplémentaire face à ce risque-là. Je le dis parce qu'il pourrait y avoir une impression, et c'est d'ailleurs une difficulté que nous aurons si nous avons l'opportunité de déployer l'application. Il pourrait y avoir une impression que, après tout, c'est fini et que cette application ne sert plus vraiment à grand-chose, même si elle aurait pu être utile il y a quelques semaines. Ce que nous disent les épidémiologistes, c'est que le jour où l'épidémie repart, il sera trop tard pour la déployer, compte tenu des effets d'inertie de propagation de l'épidémie. Alors, bien entendu, quelle que soit la noblesse des finalités, la fin ne justifie pas tous les moyens. Et donc, nous n'en sommes pas moins vigilants, comme l'a été la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur les garanties qui peuvent être apportées pour le respect des données personnelles, pour le respect de la vie privée, pour le contrôle du dispositif par une instance indépendante, comme celle qui a été mise en place pour le contrôle du système d'information pour le dépistage national qui s'est mis en place. Et c'est donc au fond tout l'objet de notre rencontre de ce matin, d'essayer de vérifier que ces garanties sont suffisantes et par ailleurs que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Si le dispositif n'avait pas d'efficience réelle, nous serions encore plus exigeants sur les garanties à apporter, parce qu'on se dirait là vraiment c'est pour un résultat qui risque d'être faible, on ne doit pas prendre de risque avec la protection de la vie privée et des données personnelles. Bon, alors monsieur Hervé, vous demandez la parole, monsieur Kerrouche le demande aussi. D'abord monsieur Hervé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Bon, pour beaucoup de raisons que j'évoquerai ce soir, je suis encore très très loin d'être convaincu de l'utilité de cette application dite Stop Covid. Mais je voudrais ce matin évoquer un seul argument avant de vous poser 3 questions. Moi, mon argument, c'est celui de la temporalité. Quand vous créez une application de ce type-là, et quand on évoque le modèle coréen, qui n'a strictement rien à voir d'ailleurs avec le modèle proposé aujourd'hui, vous proposez une application de confinement. C'est-à-dire que vous atteignez à la liberté d'aller et de venir, vous atteignez à la liberté du commerce et de l'industrie, vous interrompez un processus électoral et à ce moment-là, vous dites, parce qu'il faut stopper l'épidémie, on met en place une application numérique, on la propose, voire on l'impose. Si vous êtes dans cette logique-là, vous êtes dans une application de confinement. Là, on va mettre en place une application plus d'1 mois après le début du déconfinement. Et cet argument seul me fait dire ou me fait penser qu'il altère les qualités essentielles même de cette application. J'y reviendrai ce soir, mais je pense que c'est vraiment un argument essentiel. En plus de celui du fait qu'on a franchi une ligne rouge et que désormais on a inventé, et nous, Français, et on a fait inventer par Google et Apple des applications qui pourront demain servir à d'autres fins. Et on sait bien dans le domaine du numérique que le détournement des finalités devrait être une obsession. Car si on veut préserver les libertés publiques, il faut bien penser à cette application faite pour les besoins de la cause, mais que les besoins de la cause peuvent être d'autres besoins demain, et évidemment servir des intérêts ou des idées qui ne sont pas tout à fait celles qu'on a en tête aujourd'hui, ou des finalités qui ne sont pas celles qu'on a en tête aujourd'hui. 3 questions, Monsieur le Ministre. La première question, c'est celle du coût. Combien coûte cette application? Combien coûtera la campagne de communication que vous avez déjà évoquée, notamment une campagne sur les réseaux sociaux, puisqu'il faut que, dans la mesure où le Parlement voterait ce soir favorablement à cette application, il faudra faire une promotion. Ça coûtera combien? Deuxièmement, vous savez qu'il y a un sujet autour d'une polémique ou une question qui se pose autour du nombre de téléchargements, de la proportion de téléchargements minimale pour lequel l'application serait suffisamment utile. Vous savez bien qu'en matière de statistiques, quand on multiplie les pourcentages, plus on multiplie des pourcentages faibles, plus on a une forme d'étiage qui s'éteint rapidement. Donc si vous multipliez 60% par 60% par 60%, ça donne quelque chose. Mais si vous multipliez 15% par 15% par 15%, vous avez évidemment une logique qui est totalement différente. Enfin, j'en viens sur les échecs des applications à l'étranger. Qu'est-ce qui fait que
notre application fonctionnerait quand elle n'a pas fonctionné à Singapour ou qu'elle a été arrêtée en Autriche, et pourquoi l'idée d'une application souveraine et européenne n'a pas fonctionné, pourquoi d'autres pays ont décidé de quitter finalement les initiatives qui avaient été prises par l'INRIA en France et la Fraunhofer Gesellschaft en Allemagne. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi sur cette idée d'une application souveraine européenne? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Je donne la parole à Monsieur Kerrouche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je pourrais complètement être en accord avec ce qui vient d'être dit par mon collègue, aussi bien du point de vue de la protection de la vie privée que des limites des applications qui ont déjà été mises en place. Et je pense que ce type de système fait que on rentre potentiellement dans un nouveau type de société, fût-ce pour les meilleures raisons du monde. Mais ma question est complètement différente et en fait elle est un petit peu plus directe. Je voudrais savoir à quoi on sert, enfin, ici, maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est au vu de l'ensemble des déclarations médiatiques que vous avez faites, au vu du fait que le code est disponible, qu'on peut le tester sur un téléphone Android, un iPhone, que tout est parti dans la communication, je me demandais, à vrai dire, quelle idée vous vous faites de la place du Parlement dans le cadre de la mise en place de cette application Stop Covid. Et je me demandais tout simplement si vous considérez que le Parlement était complètement superflu en période d'état d'urgence sanitaire. C'est en tout cas l'impression que j'ai au vu de vos déclarations. Mais peut-être les ai-je mal comprises. Merci, chers collègues. Monsieur Durin. Oui, Monsieur le Ministre, merci Monsieur le Président. Des questions qui s'inscrivent dans le droit fil des deux interventions précédentes, avec une focalisation pour ce qui me concerne sur la question du précédent. Je pense vraiment que le précédent concret avec cette application pose beaucoup de questions s'agissant des libertés publiques. La question plus particulière du volontariat. Le volontariat est mis en exergue comme un des éléments qui permet d'afficher que les libertés publiques et les libertés individuelles sont protégées. Est-ce qu'on n'a pas quand même un risque de dérive autour d'une pression sociale à l'utilisation de cet outil dans les entreprises, dans les institutions, dans le débat public plus généralement, conditionnement de certains traitements ou de certaines pratiques à la mise en œuvre de l'application sur les téléphones. Première question. Deuxième question, elle tient à un élément financier qui a été évoqué par mon collègue. Je ne comprends pas bien ce qui est dit dans le dossier de presse du gouvernement sur Stop Covid, puisqu'on nous dit le projet dans sa phase de construction implique également des organisations publiques et privées intervenant sur leur champ d'expertise à titre gracieux lors de la phase de développement. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, une fois que la phase de développement est achevée? Et qu'en est-il de cette intervention à titre gracieux? Que devient-elle? Merci. Merci, chers collègues. Madame de La Gontrie. Merci, Président. Quelques petites questions au ministre et une remarque plus générale. À la suite de votre propos introductif et des déclarations que vous avez pu faire, il y a des points que j'aurais eu besoin de voir éclaircis. Vous avez recours à la technologie Bluetooth, sachant qu'il est considéré que la portée est d'environ 10 mètres et que cela peut traverser des murs, voire des étages. Or, votre discours a toujours été de dire que c'était le risque, toute l'affaire des gestes barrières, etc., était que la distance préjudiciable était de 1 mètre, allez, disons 2 mètres, mais pas 10. Et donc, comment est-ce que vous rendez compatible cette distance de 10 mètres possible avec le Bluetooth et l'objet réellement poursuivi? Ensuite, vous avez indiqué que le code source avait été publié. J'avais compris qu'encore ce matin, il n'était pas intégralement publié. Donc, est-ce que vous pouvez préciser ce point? Préciser le point de la durée de conservation et de la durée d'utilisation. Alors, j'ai compris qu'il y avait une durée de conservation, j'ai envie de dire, automatique de 14 jours ou de 15 jours, c'est-à-dire que
c'est un petit peu, c'est quoi ce film? Ça se détruira lorsque, enfin bon, bref, Mission Impossible. Mais vous avez évoqué 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, ce qui aujourd'hui porte déjà à janvier. Quelle est la justification de ce délai? Ensuite, est-ce que vous pouvez nous faire le point sur la compatibilité? C'est un sujet qui a beaucoup tourné entre les systèmes, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est, iPhone, Android, enfin tout ça, voilà. Et enfin, la question des mineurs, qui est un sujet qui est peu évoqué, c'est-à-dire qu'en est-il du mineur qui, donc, tout le monde est volontaire, très bien, et comment se gère la remontée d'informations et l'alerte en direction des mineurs? Je ne dis pas ce que je pense du fait que des mineurs pourraient ou non ne pas souhaiter télécharger, mais en tout cas, quel est le régime, j'ai envie de dire juridique, de l'alerte à l'égard des mineurs? Et donc, ma remarque, in fine, c'est qu'au fond, c'est vrai qu'on est un petit peu interloqué que cette affaire persiste alors que nous sommes en phase de déconfinement qui, et c'est heureux, semble se dérouler dans des conditions plutôt positives. Mais ce qui m'intrigue de votre part, sachant que vous êtes très attaché et très passionné par ces sujets, c'est le risque que vous prenez au fond de susciter tellement d'inquiétude que vous allez finalement dresser une grande partie de la population contre ce qui pourrait pourtant être un progrès, je veux dire par là l'usage du numérique dans la protection de la population. Et c'est ça qui est étonnant, et donc cette obstination, au fond, à développer cette application, je crains que lorsque nous serons vieux, surtout moi et puis un peu plus vous, finalement vous ne regrettiez cette obstination. Très bien. Mais ça, personne ne sera là pour le vérifier, chers collègues. Alors, Monsieur le Président Kanner. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, créer un dispositif de traçage volontaire, est-ce que ce n'est pas un oxymore, un redoutable oxymore? Je ne sais pas comment on peut tracer avec la base du volontariat au regard de ce que vous avez expliqué dans un document que j'ai pris, que j'ai sous les yeux, qui évoque en fait que tout est prêt, mais il est vrai que dans votre édito, vous nous dites Stop Covid fera l'objet d'un débat et d'un vote au Parlement le 27 mai. D'un vote, vous n'expliquez pas comment ce vote se produira. Ce n'est pas une loi. Ce n'est qu'une déclaration 50-1 du gouvernement conclue à sa demande par un vote qui n'a aucun caractère obligatoire, en tout cas contraignant pour le gouvernement. Donc ma question est très simple. Pourquoi n'avoir pas choisi la voie législative, puisqu'on touche aux libertés individuelles? Ça aurait pu être le cas, et on vous a démontré récemment que nous pouvions délibérer rapidement dans la Haute Assemblée, mais aussi à l'Assemblée nationale, premièrement. Et deuxièmement, si il s'avérait que ce soir, tardivement, le vote était négatif au Sénat, pourquoi pas? Que faites-vous? Madame Jourda souhaitait poser une question, faire un commentaire. Merci, Monsieur le Président. Non, c'était une question qui rebondit un peu sur celle de notre collègue Marie-Pierre de la Gontrie sur ce délai de 6 mois, à l'issue duquel... alors, si je lis la note que vous nous avez adressée, le traitement serait mis en œuvre pour une durée ne pouvant excéder 6 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Je souhaitais savoir précisément comment va cesser cette application, l'utilisation de cette application. Est-ce que ce sont des données qui vont disparaître ou alors n'étaient-elles pas stockées, ce que j'ai cru comprendre également, et qui va contrôler la fin de ces opérations, si je puis dire, le fait qu'il ne reste pas de données stockées et que cette application ne fonctionne plus? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vais évidemment commencer par la question du sénateur Hervé, que j'ai croisé notamment en audition à la CNIL. Je voudrais d'abord rebondir sur la question de l'utilité. Vous, moi, la sénatrice Lagontrie, pouvez avoir des idées et des estimations de l'utilité de l'application. Les seuls qui sont capables de nous dire si elle est encore utile, compte tenu de la manière dont elle fonctionne, ce sont les épidémiologistes. Ce sont les seuls.
Ce sont les seuls qui ont un avis renseigné. Après, on peut avoir une opinion. Mais scientifiquement, ce que je lis, ce que disent les épidémiologistes, et je vous invite à me présenter des épidémiologistes qui diraient le contraire, si vous en connaissez, c'est que cette application, elle est utile, elle est nécessaire. Y compris aujourd'hui, y compris cet été, y compris cet automne. Et donc, on peut avoir... Après, il y a des discussions politiques sur le bénéfice, risque, opportunité, etc. Et j'y viens, Madame de la Gontrie, parce que je pense que vous avez mal lu l'étude concernée, ou alors expliquez-moi en quoi... je viens à cette étude-là. 56. Donc, les seuls qui peuvent le dire, ce sont les épidémiologistes. Prenons l'exemple de l'étude d'Oxford et de l'Imperial College citée par la sénatrice La Gontrie. Qu'est-ce que dit cette étude, diligentée par le franco-anglais Christophe Fraser? Elle dit... Les données sont... Une actualisation de l'étude a été publiée hier, je l'ai tweetée, donc vous pouvez vous y référer si vous le souhaitez. Elle dit très clairement, aujourd'hui, encore aujourd'hui, dès les premiers téléchargements, l'application évite des contaminations. Et elle dit, à partir de 56% de la population dans un bassin de vie, à elle seule, sans aucun geste barrière, sans masque, sans test, sans confinement, l'application met fin à l'épidémie. Elle ne dit pas que le seuil minimum d'utilité et d'efficacité de l'application, c'est 56%, elle dit que c'est son seuil maximum, quelque part. À partir de 56%, vous n'avez rien besoin de faire d'autre. Mais elle le dit très clairement, par ailleurs, que dès les premiers téléchargements, ça évite des malades, des hospitalisés et des morts. Et je le dis d'une manière assez vulgaire, assez violente, mais c'est ce qu'elle dit, d'une manière statistique. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de regarder, je vous invite vraiment à regarder l'étude que vous citez même, les courbes, entre le temps, l'impact du temps de prévenance. Parce que l'utilité, elle est double, je le rappelle, c'est le métro et c'est la rapidité. Quand vous perdez un jour dans le temps que vous prenez pour prévenir les contacts, ça a un impact en termes de malades et de morts qui est significatif. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je le dis parce que j'ai lu certaines interventions qui laisseraient supposer qu'il y a en fait, à travers le déploiement de cette application, une certaine coquetterie technologique. Mais le gouvernement n'a aucun plaisir à déployer cette application, comme il n'a eu aucun plaisir à confiner. Sauf que les professions médicales disent que c'est utile. Quand vous dites, monsieur le sénateur Hervé, nous les Français, non. Je veux dire, s'il y a une folie technologique qui s'est saisie du gouvernement français, alors elle s'est saisie de la quasi-totalité des gouvernements européens. Les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Allemands. Et donc, il faudrait expliquer quelque part que nous soyons si fous tous ensemble que nous estimions qu'encore aujourd'hui, dans des applications qui, pour les pays dont nous parlons, sortiront probablement 1 semaine ou 2 semaines après l'application française, la folie soit telle que nous nous bernions tous de l'utilité de cette application. Mais la question qui doit se poser, et c'est une manière de répondre à l'ensemble à plusieurs interventions, c'est vraiment la question de la proportionnalité. Et là, je vous rejoins. Soit on dit, oui, elle est utile, elle est jugée adaptée par la Commission nationale informatique et liberté, elle est jugée indispensable ou nécessaire par l'ensemble des professions médicales. Elle pose des risques. Le risque zéro n'existe pas. Mais la proportion, c'est de se dire que compte tenu de ce qu'elle permet en termes de santé publique, on le déploie. Et ce n'est pas une question politique, c'est une question d'efficacité sanitaire, de proportion. Soit on se dit, je le respecte, des personnes comme François Sureau ont une position qui est extrêmement cohérente, en disant, je refuse le confinement physique, mais je prends les malades et les morts qui vont avec, parce que la liberté, elle a un prix. Et donc c'est ça la question qui se pose. Ce n'est pas une question éthérée de savoir si on est pour ou contre la protection des données personnelles. Je suis pour la protection des données personnelles, évidemment. Et j'entends d'ailleurs le président Kanner qui me parle de traçage volontaire. Si je puis me permettre une petite pique ironique, Monsieur le Président, j'aimerais vous demander la marque de votre téléphone portable. Probablement américain ou chinois. Bien sûr, et je suis en permanence tracé. Donc vous êtes un tracé volontaire pour des raisons commerciales. La question qui se pose... Oui, mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, Monsieur le Ministre. Donc, cela reste à démontrer, monsieur le Président. Mais ce que je veux dire, c'est que... Monsieur Kanner ne travaille pas pour lui-même, mais pour les autres dans cette affaire. Comme tout bon socialiste, monsieur.
Je suggère que nous n'ouvrions pas ce débat-là, Monsieur le Président. Donc, voilà. Je pense que la question que nous devons tous nous poser, c'est la question de cette proportionnalité, un outil qui est jugé unanimement nécessaire par les professions médicales, proportionné par la Commission nationale informatique et liberté, qui pose des garanties de sécurité et qui peut nous éviter des malades et des morts. Et c'est dans ce cadre-là que nous devons voter. Sur la question du coût de l'application et de la campagne de communication, Monsieur Hervé, je n'ai pas le coût de la campagne de communication, probablement significatif. Je rendrai public ce coût-là. Je pourrais, s'agissant du coût de l'application, utiliser un petit détour politique pour vous dire que la santé n'a pas de prix. Je ne vais pas m'en arrêter là. Le développement, effectivement, la participation des entreprises privées au développement a été gratuit. Je m'en félicite. C'est-à-dire que des entreprises privées, des individus sont venus participer à un projet d'intérêt sanitaire national et ont accepté de ne pas être payés. L'entreprise Lunabi, dont on parle dans les médias, qui est à Chambéry, je crois que c'est 15 personnes. Pendant plusieurs semaines, 7 de ces développeurs ont travaillé gratuitement pour aider l'État à développer une application sanitaire. Et je veux les remercier, tout comme je veux remercier tous les grands groupes, toutes les autres startups qui ont travaillé sur le sujet. Comme les chercheurs INRIA, les chercheurs INSERM, les chercheurs de l'Institut Pasteur qui ont travaillé nuit et jour sur le sujet. À partir de maintenant, dans le cadre du déploiement, ces entreprises, les entreprises qui participent au projet seront rémunérées. Je vous le confirme. Le coût de cette opération, quelques centaines de milliers d'euros par mois. Et donc, je pourrais vous dire que la santé n'a pas de prix, mais si on évite 1, 2, 3, 4, 5 lits de réanimation, et si on rentre dans un calcul un peu morbide, vous voyez que le sujet global n'est pas l'argent en l'espèce. D'ailleurs, l'argent n'a jamais été un problème, mais même si nous devions pousser la logique budgétaire jusqu'au bout, il me semble que ce coût-là est assez limité. S'agissant des échecs des applications similaires à l'étranger, je ne vais pas rentrer ici dans un comparatif technique trop précis. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'applications réellement similaires à celles de la France qui ont été déployées à l'étranger. Les seules applications réellement similaires, et ce qui explique d'ailleurs que nous mettions du temps à les sortir, que les autres pays mettent du temps à les sortir, ce sont des applications italiennes, allemandes, espagnoles, suisses, qui ont une certaine complexité technique parce qu'elles ont une rigueur scientifique. Donc elles sont dans la même temporalité que nous. Mais pour les autres, vous avez cité l'exemple de Singapour. Singapour est très content du déploiement de son application, sauf que ils ont dû reconfiner parce que Singapour a 1 million de travailleurs immigrés qui, chaque jour, viennent de l'étranger, qui ont été moins bien protégés que les Singapouriens de nationalité. Et donc, Singapour a massivement réimporté l'épidémie. Mais ils en sont satisfaits à tel point qu'ils prévoient de sortir une deuxième version encore plus efficace de l'application. C'est donc bien qu'ils n'ont pas considéré que c'était un échec. J'ai échangé avec mon homologue singapourien et c'est assez intéressant parce que ce qu'il m'a dit, c'est qu'il retrouvait bien à travers l'application les cas contacts qu'il retrouvait via les enquêteurs sanitaires, sauf qu'il les avait plus vite. Et je répète, la plupart des cas de transmission se font de la part de gens qui ne sont pas encore contactés, qui ne savent pas qu'ils ont le virus et qui pensent qu'ils peuvent aller voir leurs proches et continuer à travailler. Sur la question du sénateur Kerrouche et du président Caner sur le vote du Parlement. À quoi on sert, m'avez-vous dit ? Je trouve que c'est un peu inverser la logique. Nous avons là une application qui peut être déployée, c'est la CNIL qui le dit, dans les conditions actuelles de la loi française. Il n'y a pas besoin de modifier la loi. Elle respecte toutes nos lois. Mais dans ce cas-là, nous n'avions pas besoin de passer par le Parlement. Nous aurions pu nous affranchir de la difficulté politique que pourrait représenter un vote contre et dire, et après tout, mesdames et messieurs les parlementaires, vous avez un travail essentiel, celui de faire la loi. Il n'y a pas besoin de modifier la loi. Pourquoi viendrait-on vous en parler et vous soumettre ce que nous faisons et vous demander votre avis ? Bon, nous faisons, nous venons. Et en l'espèce, la décision finale de déploiement, quel que soit le vote du Parlement, sera celle du Président et du Premier ministre. Je l'ai dit, s'il y a un vote contre et de l'Assemblée et du Sénat, nous ne déploierons pas cette application. Donc, je considère qu'il y a là un geste démocratique plutôt qu'un geste de mépris. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec l'idée que vous faites de cela.
S'agissant des questions du sénateur Durin, sur le volontariat, nous sommes très clairs, nous en avons discuté avec le Conseil d'État. Il n'est pas possible de... D'abord, nous ne mettons aucune conditionnalité ou aucun bénéfice au déploiement de l'application, cela reste du volontariat pur. Par ailleurs, je tiens à rappeler ici, je le rappellerai tout à l'heure dans l'hémicycle, que toute personne qui contraindrait une autre personne à installer l'application, que ce soit un employeur ou que ce soit pour accéder à un lieu, serait passible de poursuite pénale. Donc, nous souhaitons rester au maximum dans le cadre du volontariat. Cela nous semble faire suite à ce que nous faisons depuis le début, c'est-à-dire faire confiance aux Français dans le respect des gestes barrières, dans le respect du confinement. Et nous pensons, malgré tout cela, que l'application sera utile et qu'elle sera téléchargée. S'agissant de la question, des questions restantes de la sénatrice La Gontrie, le Bluetooth. Oui, une partie de la difficulté technique a été de calibrer le Bluetooth, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse, à partir du RSSI, donc de la puissance du signal Bluetooth, déterminer si vous étiez grosso modo à 1 mètre. Quand je dis grosso modo, c'est qu'on ne sait pas calibrer à 10 cm près. À 80%, nous savons le faire. À 80%, nous savons le faire. Et donc, vous concéderez que vous êtes rarement à moins d'1 mètre pendant plus de 15 minutes de l'autre côté de la cloison de votre voisin, à moins que vous ayez les lits collés et que votre téléphone soit vraiment le long du mur. Mais il est possible, il est même probable, malgré le fait que nous ayons resserré la détection des cas contacts, malgré le fait que nous ayons bien calibré dans 80% des cas la détection des personnes à proximité, qu'il y ait des personnes faux positifs, en quelque sorte, qui soient prévenues. Parce qu'elles ont été pas à 1 mètre, mais à 2 mètres, par exemple. Je veux juste faire le lien avec les brigades sanitaires. L'immense majorité des gens qui sont attrapés... Non, c'est pas 10 mètres. Mais l'immense majorité des gens qui sont... Je préfère avoir quelques faux positifs et le fait que ça marche, c'est-à-dire qu'on attrape bien les gens qui sont à proximité, plutôt que de limiter les faux positifs et de n'attraper pas assez de gens. Je rappelle que je crois, mais c'est à vérifier, que l'OMS dit que dans le cadre des brigades sanitaires, il ne faut pas avoir plus de 10% des personnes identifiées qui sont réellement positives. Faute de quoi, ça veut dire que vos brigades sanitaires ne tapent pas assez large. Et donc je préfère avoir un taux de vrais positifs bas, mais une sécurité sanitaire haute, plutôt que l'inverse. Sur le code source publié, j'ai vu moi aussi les débats jusqu'il y a quelques jours. Je peux vous certifier que tout ce qui a besoin d'être publié, c'est-à-dire qui sert à vérifier que l'application fait bien ce qu'elle fait et pas plus, a été publié. Et donc je suis formel sur ce point-là. S'agissant de la durée de conservation, il y a 2 éléments. La durée de conservation des données, elle ne dépasse pas 14 jours. Donc vous enregistrez sur 14 jours glissant les personnes qui sont sur votre téléphone, que vous croisez sur votre téléphone. Le jour où vous vous déclarez, l'ensemble de ces contacts remontent sur le serveur central de telle manière que ces personnes puissent être prévenues, mais elles sont détruites au bout de 14 jours. Les 6 mois, c'est effectivement le temps au bout duquel le gouvernement ne sera plus automatiquement, mais nous le ferons probablement avant, autorisé à maintenir l'application active. Et donc, il n'y aura plus de serveur, il n'y aura plus d'application quelque part. Pourquoi 6 mois ? Nous aurions pu aussi choisir une date fixe et puis la repousser par décret au fur et à mesure. Je veux être vraiment très clair. Il n'y a, tant que l'épidémie circule, tant qu'il y a encore des gens en Europe et dans le monde qui ont l'épidémie, nous devrons maintenir, et tant qu'il n'y a pas de vaccin évidemment, nous devrons maintenir les brigades sanitaires et l'application sera utile. Je ne vais pas mentir aux Français en vous disant dans 3 mois on en saura plus. Ça va prendre plusieurs mois. On ne le fait pas encore une fois par plaisir, on le fait parce que les épidémiologistes nous disent que c'est utile. Je rappelle que le début de l'épidémie en France, c'est quelques personnes qui se comptent sur les doigts d'une main ou de 2 mains. Et que nous sommes à 300 personnes, 400 personnes testées positives chaque jour aujourd'hui. Et donc, on s'est aligné en l'espèce sur ce qui a été voté par le Parlement pour le fichier des enquêteurs sanitaires ou le fichier Amélie Pro. Il y a une certaine cohérence à tout mettre avec le même horizon, puisque c'est la même utilité que c'est complémentaire. Pardon d'être un peu long. Sur la compatibilité iPhone-Android, c'était un des éléments les plus importants
de la campagne de test. Et donc, pour le résumer très rapidement, nous avons donc testé les 100 portables les plus utilisés par les Français. L'application fonctionne de manière satisfaisante, voire très satisfaisante, sur l'ensemble des téléphones portables, qu'ils soient d'operating system iOS ou d'operating system Android. Et les Android et les iPhones communiquent entre eux. Nous avons été suffisamment rassurés pour considérer encore une fois qu'un cas contact est une conséquence qui soit importante, puisque arrêt de travail et test, c'est bien qu'on estime que ça fonctionne suffisamment bien pour qu'on puisse prendre ce risque-là. Dernier élément, c'est la question que vous avez évoquée sur la question de l'avis de la CNIL, sur les mineurs. Effectivement, c'est un point qui est remonté demandé par la Commission nationale informatique et liberté. Donc nous allons renforcer l'information c'est ce qu'elle nous a demandé, elle ne nous a pas demandé d'aller plus loin, l'information, lorsque vous initialisez l'application, du fait que si vous êtes un mineur, vous devez avoir l'autorisation de vos parents. Mais nous ne pouvons pas savoir si la personne qui est en face, ni vérifier que c'est un mineur, pour une raison simple, qui est vraiment le pendant de la vie privée. C'est comme on ne sait rien, on ne demande rien et on ne veut rien savoir, ben, si un mineur veut absolument installer l'application, sans l'avis de ses parents, il pourra le faire, mais à la demande de la Commission nationale informatique et liberté, et elle ne nous a pas demandé de faire plus, nous renforcerons l'information. Vous avez parlé d'obstination s'agissant du fait d'amener cette application aujourd'hui, au bout de son chemin, devant vous. Encore une fois, je n'ai pas de plaisir particulier à la présenter aujourd'hui devant vous. Je constate juste que les médecins et les épidémiologistes sont unanimes pour dire que c'est utile et que la CNIL nous a considéré que c'était proportionné. Dans ces conditions, je considère qu'il fait partie que c'est la responsabilité d'un responsable politique de proposer cet outil aux Français qu'ils n'installeront, qu'ils ne déploieront que s'ils le souhaitent, puisque c'est d'installation volontaire. Je crois avoir répondu au président Caner et à la sénatrice Jourda, sauf erreur. Ah pardon, le niveau européen, question du sénateur Hervé. Je ne veux pas faire d'exégèse pour mes partenaires, mais si vous prenez je le regrette d'abord, nous travaillons encore à l'interopérabilité, la conséquence est limitée. Concédez que pour les travailleurs frontaliers, ils auront 2 applications, ils en ont déjà probablement plusieurs dizaines sur leur téléphone, donc ce n'est pas non plus dirimant, et que pour les gens, si demain vous allez en vacances en Espagne, vous téléchargerez l'application espagnole. Nous aurions préféré avoir une application interopérable, nous continuons à travailler au sujet, mais ce n'est pas non plus terrible. Les Allemands, pour des raisons notamment de culture politique et d'histoire, ont préféré que l'application soit déployée sur l'interface d'Apple et de Google plutôt que d'avoir une application déployée par les équipes allemandes. C'est un choix politique que nous n'avons pas fait. Et qui contrôle la suppression des données à 6 mois, Madame la sénatrice. Vous avez voté à l'article 11 un comité de liaison et de contrôle qui pourra, sur pièce et sur place, si vous me passez l'expression, venir vérifier qu'il n'y a plus de serveur, qu'il n'y a plus d'enregistrement des données et que tout cela n'existe plus. Merci, Monsieur le Ministre, de ces éléments d'appréciation. D'autres collègues demandent la parole. Moi, je voudrais revenir sur des aspects pratiques du dispositif. Si l'on compte les personnes qui n'ont pas d'ordiphone, celles qui ont un ordiphone, mais qui n'en maîtrisent pas bien l'usage, celles qui en ont un, mais qui ont une opposition de principe à installer l'application, on a un vivier d'utilisateurs qui se réduit. Par ailleurs, une partie des situations qui seront signalées sont des situations où en réalité il n'y avait pas de danger, mais celui qui recevra l'alerte ne saura pas qu'il n'avait pas de danger à ce moment-là, puisque les circonstances de l'exposition ne seront jamais signalées. Et pourquoi ne seront-elles jamais signalées? Précisément parce qu'on ne veut pas que circulent des informations personnelles sur un dispositif de traitement de données et de base de données. Le principe même, si je le comprends bien, de l'application, c'est que
toutes les informations sont sur l'ordiphone de l'usager, pratiquement, et qu'aucune ne circule. La seule chose qui va mobiliser le serveur central, avec la connaissance d'un identifiant qui est un pseudonyme de l'utilisateur de l'ordiphone, c'est une donnée qui ne lui fait même pas connaître les circonstances d'une rencontre, ni les personnes qui ont été rencontrées. Donc, on est dans un dispositif où il y aura beaucoup de fausses alertes, car si la rencontre a eu lieu en portant des masques ou en étant dos à dos, évidemment, le risque est extrêmement limité, pour ne pas dire nul. Donc, on voit quand même que ce dispositif a un côté un peu expérimental et a une forte probabilité tout de même de ne récupérer dans les mailles du filet que un très faible nombre de cas de contamination. Je voudrais en tout cas, si ce que je dis est inexact, que vous le démentiez, parce que je trouve que c'est beaucoup d'honneur fait à cette application si ça ne devait être qu'un gadget. L'honneur d'un débat au Parlement, d'un vote, pardon de le dire aussi, mais de deux auditions à la Commission des lois, et certainement l'honneur d'un énorme travail de votre équipe et de vous-même, ainsi que de toutes les équipes scientifiques qui y ont travaillé. Je suis sensible au fait, n'étant pas un spécialiste du numérique, que la Commission nationale de l'informatique et des libertés paraît à de nombreux égards satisfaite à la fois du dispositif que vous avez proposé et des réponses que vous avez apportées à ces recommandations. Donc ceci est un élément qui doit être pris en compte, de même que l'architecture générale d'un dispositif qui ne fait pas circuler d'informations de santé, alors que nous en avons voté un qui en fait circuler. Parce que le système dans lequel le laboratoire d'analyse biologique, sans vous demander votre avis, alimente une base de données dans laquelle votre nom figure avec votre qualité de séropositif ou de séronégatif, pour la bonne cause. C'est tout de même un système qui fait circuler de l'information médicale personnelle. Ce système du Stop Covid ne fait pas circuler d'informations médicales personnelles. Donc nous avons donné notre feu vert à un système qui est beaucoup plus intrusif que le système de l'application Stop Covid. Donc je veux bien considérer que les risques sont limités, que les données personnelles qui sont accessibles au serveur central sont limitées. Mais je vous dirais que c'est encore trop si ça ne devait être qu'un gadget. Voilà la position générale que j'ai envie de prendre. Mais Madame Mercier voulait prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous nous dites les épidémiologistes sont pour. Je vais vous dire, ils ne peuvent pas être contre. C'est quoi l'épidémiologie ? L'épidémiologie, c'est comme une enquête policière. Le médecin épidémiologiste, c'est ça qui est fascinant. Il va chercher comment c'est parti, comment ça a fait contagion, et justement, ça part d'un cas et ça envahit la planète. L'épidémiologie, c'est formidable. Ce sont des médecins, ils ont envie que ça fonctionne, ils ont envie que la contagion ne se propage pas, ils vont dire oui à cette méthode-là. Évidemment. Les médecins, ils sont sur une ligne de crête, toujours, entre la vie et la mort. C'est ça notre métier, toujours. Là, ils veulent aller, évidemment, et comme d'habitude, du côté de la vie, donc ils disent oui. Et même quelquefois, certains, ils sont tellement contents que, eh bien, ils vont proposer des protocoles qui ne vont pas forcément toujours être parfaitement bien expérimentés sur le plan scientifique, mais comme ils espèrent que ça va sauver des patients, eh bien, pardonnez-moi l'expression, ils vont même aller jusqu'à s'emballer. Mais les médecins et les épidémiologistes, ils ne dirigent pas la France. Ce n'est pas leur métier de faire ça, c'est de soigner les gens.
Alors, avec peut-être un tout petit peu de malice perverse, j'ai envie de vous dire, Monsieur le ministre, vous n'allez jamais trouver un médecin qui dise que le tabac, c'est formidable. Et on ne va pas mettre des moyens aussi énormes pour lutter contre ce fléau-là. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le Président Caner. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais, Monsieur le Président, revenir sur le projet de décret. Je suis en train de chercher, je vais le trouver rapidement, le voilà. Projet de décret qui était prévu dans l'article 11, paragraphe 8 de la loi de prorogation de l'urgence promulguée le 12 mai. D'ailleurs, en prenant mon smartphone, je pense que je dois être filtré quelque part. Mais Monsieur le ministre, ce comité de contrôle visait à associer les membres de la société civile, mais aussi le Parlement, aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet. Donc on est en plein, bien sûr, dans le champ de ce décret. Je voulais simplement savoir s'il était en voie de rédaction par l'exécutif. Je voulais savoir s'il était en voie de rédaction, ce décret prévu dans la loi du 12 mai dernier. Merci, chers collègues. Une question simple et claire. Monsieur Kerrouche. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je reprends la parole suite à vos réponses. En sciences sociales, il y a une loi bien connue qui s'appelle la loi du marteau. Et le principe de cette loi, il est tout simple. Quand on n'a qu'un outil, un marteau, comme outil, et qu'on est habitué à l'utiliser, on résout tous les problèmes à coups de marteau. Et c'est un peu l'impression que j'ai avec cette application. On est dans le champ du numérique et on a l'impression que seule une application numérique peut donc résoudre ce problème. Mais d'une certaine façon, et de façon sous-jacente dans votre propos, ça pose une difficulté parce que quand vous avez cité l'enquête d'Oxford, vous avez dit si 56% des personnes utilisent donc l'application, eh bien, ça peut se faire sans les autres gestes. Disant par là que, en gros, l'application en tant que telle pourrait prendre le pas ou l'exclusivité sur les autres gestes barrières, tout simplement parce qu'elle générerait socialement un sentiment de sécurité. Et je voulais juste vous souligner la façon dont vous avez raisonné en la matière, parce que ce raisonnement que vous avez eu pourrait être le raisonnement des utilisateurs, d'avoir le sens d'une protection numérique qui les met à l'écart des autres nécessités. Voilà. Et vous avez parfaitement donc illustré à votre tour la loi du marteau. Merci. J'ai une question complémentaire, moins ambitieuse. Je m'en excuse auprès de mes collègues, en particulier de M. Kerrouche. Je voudrais savoir l'instance qui pourra accompagner et surveiller la mise en œuvre du système. Vous savez, on a fait ça pour le système d'information du dépistage. Et nous voudrions que ça existe aussi pour Stop Covid, qu'il y ait des personnalités regroupées dans une instance indépendante qui puissent évaluer, suivre l'application indépendante du gouvernement. Est-ce que vous avez bien prévu de le faire ? Pardon, pour répondre. Vous parlez du comité contrôle et liaison ou vous parlez d'autre chose? Je ne sais pas comment vous le nommez. C'est ce que vous avez voté à l'article 11. Et voilà, c'est ça, dans la loi de prorogation de l'urgence sanitaire. Je voudrais savoir, parce que nous avons pris soin de dire dans la loi de prorogation de l'urgence sanitaire que notre accord sur la création de cette base de données, de ces systèmes d'information, n'emportait pas un accord sur Stop Covid. Néanmoins, nous avons créé une instance indépendante et nous attachons du prix à ce qu'une instance indépendante puisse intervenir aussi dans l'hypothèse où on mettrait en œuvre cette application Stop Covid pour la surveiller, l'évaluer,
et faire remonter d'éventuels problèmes. Ça nous paraît être une garantie de transparence qui serait apportée au dispositif, et je voudrais savoir ce que vous entendez faire de ce point de vue. Alors, si vous permettez, Monsieur le Président, je vais commencer par répondre à votre question et faire masse avec la question du Président Kanner. Donc, l'instance que vous évoquez, c'est l'instance dénommée Comité de contrôle et de liaison que vous avez votée à l'article 11 de la loi évoquée, et le décret a été pris, Monsieur le Président Kanner. Donc, je peux vous citer les membres, enfin les personnalités qui en feront partie. Donc, un membre de la Conférence nationale de santé, un membre du Conseil national de l'ordre des médecins, un membre du comité scientifique, un membre de la Commission nationale de biologie médicale, un membre du Conseil national du numérique, un membre du Conseil consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, un membre de la Société française de santé publique, 2 membres de l'association France Asso Santé, et de mémoire, il y avait 2 ou 4 parlementaires. 4, voilà, c'est ça, 2 assemblées, 2 Sénats choisis par les présidents de ces assemblées. Alors, en fait, nous avons eu un petit débat juridique en interne, Monsieur le Président, pour savoir si le Sénat et l'Assemblée avaient voté, en précisant bien leur accord sur les 2 fichiers concernés ne valait pas accord pour Stop Covid, mais si le comité de liaison et de contrôle que vous avez voté, lui, juridiquement, son champ d'intervention pouvait aller jusqu'à Stop Covid. Nous sommes plutôt tombés d'accord sur ce point-là, de comprendre donc qu'à travers ce comité de liaison, quelque part, servirait de comité de contrôle et de transparence et de vérification de l'action du gouvernement pour l'ensemble des outils numériques déployés dans le cadre de la lutte, y compris Stop Covid. Donc, c'est l'analyse juridique du secrétariat général du gouvernement. Il me semble que rien ne s'oppose en voilà. effet à ce que vous le fassiez, mais peut-être faudra-t-il que le décret le mentionne. Alors, je ne sais pas s'il est... Je ne suis pas certain. Enfin, je vous reviendrai sur ce point plus précisément juridiquement. Je crois qu'en les... Ce serait important, parce que vous savez que c'est une demande qui est également proposée et présentée par le président Retailleau. Bien sûr. Au nom de tout le groupe Les Républicains, auquel j'appartiens également. C'est pour nous une condition qu'il faut remplir. Donc c'est important que lors du débat devant le Sénat, vous soyez en mesure d'apporter une réponse précise sur ce point. Effectivement, nous allons regarder, mais donc c'est bien la demande avait été présentée au président de la République. Ouais. C'est bien notre intention et nous lèverons les ambiguïtés s'il y en a. Pour revenir à votre question, mais également peut-être faire masse aussi avec la question de la sénatrice Mercier. Vous avez raison dans un certain sens, c'est-à-dire que oui, les médecins soignent et les professionnels de santé soignent. Ce que je remarque, pour travailler dans le champ du numérique et de la santé depuis longtemps, c'est qu'il y a tout de même une extrêmement forte sensibilité à la question de la protection des données de santé et au secret médical de la part des médecins. Et donc, oui, mais donc, j'ai déjà vu des refus de maintes reprises, des refus de déploiement d'outils numériques, parce qu'ils avaient certes un intérêt sanitaire, mais que pour des raisons, on pourrait parler de certaines raisons, effectivement, je veux dire, la meilleure efficacité sanitaire, c'est d'aller jusqu'au bout dans la surveillance. Je veux dire, si nous pouvions tous vous monitorer tout le temps avec des outils connectés et savoir exactement à quel rythme votre cœur bat, quel est votre taux d'alcool et de sucre dans le sang, nous saurions bien mieux vous protéger quelque part. Vous avez raison. Mais cette question de l'équilibre entre les données personnelles et l'efficacité sanitaire, elle est depuis très longtemps et avec une très forte sensibilité sur les données personnelles au cœur du travail des médecins, et il leur arrive régulièrement de faire un choix qui est plutôt un choix de sécurité des données personnelles plutôt qu'un choix médical en tant que tel. C'est dans les déploiements de systèmes informatiques, d'intelligence artificielle par exemple dans les hôpitaux, les garanties qui sont demandées par les hôpitaux et par les professions médicales sont extrêmement hautes, pour des raisons de sécurité des données personnelles, pour des raisons d'éthique. Et donc, là où je ne suis pas totalement d'accord avec vous, c'est que cette tension entre efficacité du numérique et efficacité sanitaire, elle existe depuis longtemps au sein des professionnels de santé. Par ailleurs, encore une fois, j'insiste, l'accord des épidémiologistes n'est pas un accord accessoire sur une utilité marginale mais utile. L'utilité et l'efficacité du dispositif n'est pas marginale.
On peut toujours effectivement améliorer marginalement. J'ai essayé de... Je vais quand même vous citer la tribune des épidémiologistes que vous connaissez certainement, puisqu'ils sont tous parmi les plus renommés. Cette application est un moyen parmi d'autres. Ce que le gouvernement n'a jamais dit autre chose. Hein. Je le dis ici, si vous deviez choisir entre les brigades sanitaires et Stop Covid, choisissez les brigades sanitaires. Seulement, Stop Covid a un impact non marginal, non négligeable, qui est supplémentaire et qui vient aider à avoir moins de malades et moins de morts supplémentaires. Donc je vous cite, cette application est un moyen parmi d'autres, mais elle est un atout incontestable pour identifier de nombreux contacts de façon instantanée. Elle permet de gagner du temps. Si nous voulons éviter une seconde crise sanitaire, nous devons nous en donner les moyens. D'un point de vue sanitaire, l'application Stop Covid, dûment encadrée, doit faire partie d'une stratégie nationale de contrôle de l'épidémie. Donc ce n'est pas marginal comme avis. Par ailleurs, je constate que l'Ordre des médecins, l'Académie de médecine, qui à plusieurs reprises a pris des positions qui parfois sur des outils numériques pouvaient être beaucoup plus mesurées, n'a pas cette prévention. Mais là où vous avez raison, mais je renvoie à la décision qui est une décision politique, je ne laisse pas la décision aux médecins. J'essaie juste d'avoir une attitude proportionnée et équilibrée entre l'avis des médecins, l'avis de la CNIL. Si l'avis de la CNIL avait été négatif, je pense que la situation aurait été singulièrement plus compliquée. Je ne suis pas certain d'ailleurs que le président et le Premier ministre auraient laissé cette application continuer son chemin si l'avis avait été négatif. Je veux dire, pour répondre au sénateur Kerrouche, par ailleurs, personne n'a jamais prétendu que seule une application numérique pouvait résoudre le problème. Alors là, vraiment pas du tout. Et je vais même vous le prendre à l'envers, monsieur le sénateur. Quel gain politique a le gouvernement à déployer une telle application ? Quel intérêt a le gouvernement à déployer une telle application ? Je veux dire, puisque nous faisons tous de la politique, posons-nous la question par l'absurde, si ce n'est un intérêt sanitaire. Si ce n'est de considérer que d'un côté, vous avez le risque pour la vie privée, pour les libertés publiques de cette application, et vous avez de l'autre côté le risque de malades supplémentaires, de morts supplémentaires et de confinement supplémentaire qui est encore supérieur en termes de risques sanitaires, économiques, démocratiques. Donc peut-être que nous nous trompons dans notre équilibre des risques. Mais il n'y a pas de solutionnisme technologique ni de croyance invétérée dans l'utilité de l'application. Non, je vous le dis encore une fois, si vous avez le choix, si vous devez faire un choix entre brigade sanitaire et application, choisissez les brigades sanitaires. Mais, oui, c'est fait, vous l'avez dit. Mais la question maintenant, c'est voilà, on a une solution et on a une situation qui se pose à nous. On évalue les risques, le bénéfice est non marginal. La CNIL a dit oui, nous on considère qu'il faut la déployer. Et à vous de nous dire ce que vous en pensez. Sur la question des 60%, je pense qu'il ne faut pas retourner ce que j'ai dit. J'ai essayé de dire que non, 60% n'était pas le seuil minimum. Je ne dis pas que je crois qu'à 60% de la population et que je pousse les gens à la télécharger en disant 60%, c'est bon, vous allez arrêter. C'est de la même manière qu'il y avait des craintes de l'OMS de dire quand vous déployez les masques, ben ça fait baisser les gestes barrières, c'est vrai. Mais on ne va pas s'empêcher de déployer des masques, et je ne vais pas revenir sur le débat malgré cela. Donc on ne va pas s'empêcher de déployer l'application qui est utile parce qu'on a peur que les gens se sentent plus rassurés. Et ce serait pour le coup prendre le problème du mauvais côté. Et puis je vous rassure, l'application ne sera pas présente à 60% dans la population française. Il y a une seule application, à vérifier, mais je crois qu'il y a une seule application qui est possédée par plus de 60% de la population française. Donc, je veux dire, je veux vraiment peut-être un peu baisser les attentes, mais si on a 20%, 30% de la population des grandes villes qui ont l'application, c'est très bien. C'est très bien. En termes de gain marginal, vraiment, je vous renvoie aux courbes des épidémiologistes, c'est non négligeable. C'est même très utile. Et d'ailleurs, ça fait le lien un peu avec ce que disait le président. La population que nous visons, ce n'est pas prioritairement les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est celles qui sont le plus à risque. Mais la population qui fait circuler le virus, ce ne sont pas les personnes âgées. Ce sont les urbains actifs qui vont dans les supermarchés, qui vont dans les bars et qui prennent les transports en commun aux heures de pointe. C'est eux que nous devons mettre sous contrôle prioritairement par les brigades sanitaires. C'est malheureusement eux qu'il est le plus difficile de tracer parce qu'ils ont des contacts anonymes. Et c'est heureusement eux qui ont le plus de smartphones puisque leur taux de possession smartphone est au-delà de 97%. C'est tout ceci mis dans la balance que nous, à la fin, nous prenons la décision de déployer cette application. Vous avez terminé ? Oui, pardon, je suis un peu, peut-être parfois un peu violent. Non, mais je voudrais vous poser deux questions très simples.
Voilà pour cette audition du secrétaire d'État chargé du numérique Cédric O face aux sénateurs, une audition qui a concerné la lutte contre l'épidémie de coronavirus, le jour même du débat au Sénat qui a lieu ce soir sur l'application Stop Covid, l'application de traçage numérique des citoyens sur la base du volontariat. Elle doit permettre de casser les chaînes de contamination. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous d'information politique et parlementaire à 14h50 sur Public Sénat avec notre émission spéciale Questions au gouvernement présentée par Tam Tranui. Très bonne journée sur Public Sénat.